In September 1975, in a laboratory of the University of New Hampshire, a young biologist discovered a phenomenon completely new to science. The biologist was Richard Blakemore. I was undertaking the project of trying to isolate a very unusual large bacterium. And for that work, I was attempting to pick these bacteria out of mud. And after going through this manipulation for several days, it sort of dawned on me that these organisms were constantly streaming by my eyes in one direction, always in one direction. Blakemore's first and natural assumption was that the bacteria were swimming towards the window. He was working directly in front of it, and many bacteria are attracted by light. But he was soon to discover his assumption was wrong. That evening, with the window completely dark and the artificial light behind his shoulder, he saw the bacteria still obsessively doing the same thing. Then it dawned on him that the bacteria were consistently swimming north, and perhaps, just perhaps, they were guided by the Earth's magnetic field passing through the laboratory. There was a simple way to check. The field from a Bohr magnet would override it. It was just a phenomenal feeling, it being beyond me, that I wasn't prepared for the full implications of what I was to see that evening, and tremendous exhilaration that came from seeing something that I was sure hadn't been observed before. What Richard Blakemore observed had gone undetected by generations of biologists. But now the behavior of these single-minded little organisms was obvious. They swarmed backwards and forwards across the slide, conducted by the movements of a magnet. They always swam towards magnetic north. The discovery of magnetic bacteria brought literally overnight a new respectability to the frequent suggestions that a great many processes on Earth, life processes, and even our weather and climate, may be affected by the fact that the Earth is an enormous magnet. Il est surprenant de constater combien on sait peu de choses du magnétisme terrestre. Quel est son fonctionnement? Quel est son effet, par exemple, sur les êtres vivants qui habitent la planète? Il est peu probable qu'il soit sans effet, mais il a toujours été difficile de trouver des preuves concrètes de son influence. Et d'où vient le champ magnétique? On ignore même jusqu'à son origine. Il n'y a pas si longtemps, la seule certitude était qu'avec la rotation de la Terre, il se déterminait autour de son axe un champ de force invisible qui enveloppait tout. Et il a fallu du temps pour arriver à cette conclusion. Les Chinois furent les premiers, il y a 2000 ans, à remarquer cette mystérieuse attraction magnétique. Les devins faisaient tourner des cuillères sur une plaque de bronze marquée des signes du zodiaque et notaient la position où elle s'arrêtait. Lorsque cette cuillère était en magnétite, un minerai de fer possédant de puissantes propriétés magnétiques, ils remarquèrent qu'elle s'arrêtait toujours le long de l'axe nord-sud. Les Chinois avaient découvert le phénomène, mais il fallut des siècles avant qu'on en trouve l'explication. Au tableau utilisé par les devins avait déjà succédé le compas magnétique, c'est-à-dire la boussole. Celle-ci révolutionnait la navigation en Chine d'abord, puis en Europe. Cependant, personne n'avait la moindre idée de son fonctionnement. À partir du XIIe siècle, les navigateurs s'aventurèrent enfin vers le grand large. La boussole leur ouvrait tout grand le monde, mais pourquoi indiquait-elle le nord? L'hypothèse la plus courante était qu'elle était influencée par l'étoile polaire. Mais les mystères demeuraient.
Le compas n'indiquait jamais exactement l'étoile polaire. Au cours du XVe et du XVIe siècle, on s'est aperçu que l'angle qu'il faisait avec le nord réel variait d'un endroit à l'autre. On appelait ça la variation de la boussole. Mais ce qui était encore plus mystérieux, c'était que si, à l'équateur, une aiguille de compas pivotant librement demeurait horizontale, en tout autre endroit, elle pointait vers la Terre. Plus on se rapprochait des pôles, plus forte était l'inclinaison de l'aiguille aimantée. C'est en 1600 que ces observations inexplicables sur une force incompréhensible amenèrent un homme à concevoir une théorie lumineuse et parfaitement convaincante. Dans son traité sur le magnétisme, intitulé « De Magnete », qui marque le début de la science empirique moderne, William Gilbert, physicien à la cour d'Élisabeth Ier d'Angleterre, formulait une conclusion spectaculaire. La Terre elle-même était un aimant. Il donnait des raisons simples et basées sur l'expérience. Si l'on passait une aiguille de compas à la surface d'une sphère de magnétite, elle se comportait comme une aiguille de compas à la surface de la Terre. Il était évident pour Gilbert que la Terre était un énorme bloc de magnétite dont les pôles magnétiques correspondaient à ceux de la sphère, et que les aiguilles de compas déviaient du nord réel à cause de l'attraction supplémentaire des continents. Il fallut plus de 3 siècles et demi pour peaufiner l'idée géniale de Gilbert. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. En établissant la cartographie des variations du compas, on s'aperçut qu'elles évoluaient aussi dans le temps. Il était difficile de concilier le concept de la Terre en tant qu'aimant permanent avec ses tourbillons perpétuels. Le champ magnétique ne cesse d'évoluer. En 1580, par exemple, si l'on partait de Greenwich vers le nord, indiqué par le compas, on arrivait dans le Norfolk. Vers 1650, pendant une brève période, le compas indiquait le vrai nord. Mais il se remit à dévier et en 1800, il était complètement décalé. Cela s'est amélioré depuis. Mais il a fallu abandonner la théorie de la stabilité de la Terre en tant qu'aimant. Et pourtant, le champ magnétique de la Terre ressemble beaucoup à celui qui entoure une barre aimantée, le champ bipolaire. De quelle autre manière pourrait-il être produit? L'électricité jouait l'agent le plus évident. Si l'on fait passer un courant électrique à travers une bobine de fil métallique, il génère un champ magnétique similaire. Il est difficile à concevoir que la Terre contienne une énorme bobine de cuivre, mais l'important, ce sont les courants électriques. Le champ pourrait être créé par des courants circulant dans le noyau de fer liquéfié de la Terre. Mais comment ces courants pourraient-ils continuer à circuler? Mathématiquement, même pour Einstein, cela ne tenait pas debout. Le professeur Parker de l'Université de Chicago. Les choses sont plus claires depuis une vingtaine d'années. Pour vous montrer comment cela fonctionne, voici un schéma des lignes de force du champ bipolaire de la Terre. Ces lignes se prolongent vers le noyau à travers le métal liquide. Avec le brassage incessant du noyau, ces lignes de force s'enroulent, s'enveloppent et s'étirent, avec le passage du temps dans un mouvement circulaire. Et on finit par avoir un champ enveloppé dans le noyau. C'est ce qui se passe ici. Ce champ magnétique qui se trouve dans le noyau est de direction est-ouest. Il est complètement enfermé dans le noyau. Il ne peut pas sortir, on ne le verra jamais. Il est peut-être 100 fois plus fort que le champ que nous avons ici sur la Terre. La prochaine étape est encore un processus de convolution basé sur les mouvements cycloniques à petite échelle que vous voyez ici comme dans l'atmosphère. Ce sont des boucles dans le champ est-ouest qui ont les mêmes caractéristiques que le champ bipolaire d'origine, et le phénomène est si rapide que ce champ se reconstitue plus vite qu'il ne se désintègre. On pense généralement à l'heure actuelle que le champ se reconstitue grâce au mouvement du noyau liquide de la Terre. Celui-ci agit comme une dynamo. Ce qui m'impressionne, c'est que des mouvements fluides d'une telle lenteur puissent générer un champ magnétique. 1 mm par seconde. En 1 minute, le chemin parcouru serait celui-ci. C'est un mouvement très lent, mais d'une si grande échelle qu'en 50 000 ans, il a été capable d'entretenir le champ magnétique qui autrement se serait détérioré. Donc la turbulence de la dynamo explique celle du champ. Dans des observatoires magnétiques comme celui-ci, à Eskdalemuir en Écosse,
on utilise des instruments très sensibles pour constamment surveiller l'évolution du champ magnétique. Les résultats sont exploités par l'Institut des sciences géologiques pour mettre à jour les cartes magnétiques de navigation. Mais en regardant le champ de très près, on voit que les variations suivent un certain schéma. Aux révolutions lentes du champ générées par le noyau terrestre s'ajoutent des cycles réguliers et continus. Le professeur Stuart Malin. Voici l'enregistrement effectué dans la période calme de l'été. Il y a une bonne variation dont le cycle est de 24 heures avec ce frémissement quotidien vers midi. Chaque jour, à midi, l'intensité du champ augmente puis diminue. L'enregistrement magnétique est comme une horloge. Il suit les saisons. Si vous regardez les tracés d'hiver, vous verrez que la variation a toujours lieu toutes les 24 heures, mais avec une amplitude beaucoup plus faible. Il y a également d'autres variations, mais pour les détecter, il faut analyser les données avec un ordinateur. Quand on analyse les tracés, on constate immédiatement l'existence d'une série d'autres cycles réguliers. Des cycles mensuels, d'autres en phase avec les marées, des pics et des creux réguliers du champ magnétique qui proviennent d'une autre dynamo beaucoup moins puissante. Ils sont générés par un système de courant électrique circulant dans l'ionosphère. Comme la conductivité de l'ionosphère varie de la nuit au jour et de l'hiver à l'été, des schémas cycliques apparaissent. Des dynamos encore moins puissantes qui se manifestent dans les océans viennent encore les renforcer. Le champ magnétique de la Terre est le produit complexe de toute l'activité électrique sur notre planète et autour d'elle. Mais les choses se compliquent encore. Périodiquement, outre les cycles réguliers, les enregistrements magnétiques subissent des fluctuations de haute fréquence, comme celle-ci, appelée micropulsation. Et de temps en temps, quelques jours par an, elles provoquent des explosions violentes d'activité magnétique, pendant lesquelles le compas devient inutile. On les appelle orages magnétiques, et ils sont provoqués par le Soleil. Le champ magnétique terrestre constitue pour nous un lien direct avec l'activité turbulente de notre étoile mère. Pour réaliser pleinement le rôle joué par le Soleil dans la formation de notre champ, il a fallu attendre que les satellites commencent à mesurer le champ magnétique dans l'espace. Ces découvertes constituent l'une des grandes surprises de l'histoire du géomagnétisme. Au Collège impérial de Londres, un ordinateur a été utilisé pour consigner les résultats des observations des satellites et pour reconstruire le champ magnétique que révélaient ces mesures. Le champ était très déformé. Vers le Soleil, il était comprimé, et en s'éloignant du Soleil, il s'étirait en une longue traînée. Nous ignorons encore jusqu'où va cette traînée dans l'espace, mais nous en connaissons les causes. On a découvert que le Soleil émettait continuellement un courant de particules chargées, constitué des extrémités chaudes de son atmosphère, qui se propage dans l'espace. Ce vent solaire étire le champ magnétique terrestre et joue sur les lignes de force en les tiraillant légèrement. Mais parfois, une explosion solaire provoque une rafale soudaine dans le courant des particules. Si cette rafale vient frapper la Terre, le champ tout entier entre en vibration. Ce sont les orages magnétiques. Sur cette carte, il est possible de représenter les variations solaires, modulées dans le champ terrestre, sur une année entière. Les pics noirs sont les orages magnétiques. Tout indique que ces orages sont en corrélation avec des changements atmosphériques spécifiques. Du laboratoire Appleton à Slough, le professeur Joe King. Depuis longtemps, les scientifiques se demandent s'il n'y a pas un lien entre ces orages et le comportement de la basse atmosphère. L'un des premiers à le constater a été un météorologiste anglais fort respecté, le professeur Stagg. En regardant la moyenne des variations de pression pendant la journée, il s'est aperçu que les jours de perturbation magnétique, avec orage magnétique, il y avait des variations de pression indiquées par ces cercles ouverts, alors que dans les journées calmes, normales, on observait la variation indiquée par les points noirs. Il est clair qu'il y a là un mystère qui n'a jamais été affirmé ni jamais expliqué non plus. Il semble que l'activité géomagnétique soit accompagnée par un certain changement dans le comportement de la basse atmosphère.
L'équipe du professeur King a également observé des phénomènes similaires. Il ne conclut pas que les orages magnétiques sont à l'origine des changements de temps, mais il pense que les deux coïncident et sont le fruit d'une intensification de l'activité solaire. Mais dans le monde météorologique, où les mécanismes du temps sont considérés comme trop vastes pour subir l'influence de ces variations subtiles, une telle hypothèse est hérétique. Le plus grand hérétique de tous, Gustav Volin, travaille à l'observatoire Lamont Doherty, près de New York. Les murs de son bureau sont couverts de graphiques prouvant les rapports entre le magnétisme et le temps. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il suffit de regarder les courbes et tout est clair. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être géophysicien, ou climatologue, ou météorologiste, ou quoi que ce soit. N'importe quel non-initié, n'importe qui, en regardant simplement les courbes, constatera le décalage clairement indiqué. Les courbes ont été adaptées pour compenser le décalage entre les variations magnétiques en bas et les températures moyennes qui les suivent quelques années plus tard. Pour les prévisions de la météo, les conséquences sont évidentes. Voici la seule technique que l'on puisse utiliser pour les prévisions à long terme. Je ne dis pas que le magnétisme est le seul facteur qui influence le climat. Le climat est une chose très compliquée. Mais comme le montre cette étude, le magnétisme est une influence prépondérante. Et puisqu'il existe un décalage de 2 à 5 ans, on peut prévoir les températures annuelles. Et pas seulement les températures. Dans la foulée, le professeur Volin établit la même corrélation avec la pluviométrie. Ces résultats sont très récents et il faudra du temps pour convaincre les météorologistes. Mais est-il possible que les fluctuations à long terme du magnétisme terrestre soient à l'origine de variations climatiques similaires? Quel serait le lien? Une des hypothèses serait que les particules chargées du Soleil influencent la concentration de l'atmosphère en oxyde nitrique, qui affecte à son tour la quantité d'ozone et par suite la température de la stratosphère. Il y a aussi les rayons cosmiques chargés qui se rapprochent de la Terre et agissent sur l'électricité de l'atmosphère. Quand ces particules chargées s'approchent de la Terre, elles la considèrent comme un champ magnétique. Leur distribution à la surface de la Terre est fortement influencée par le champ magnétique terrestre. Et on pourrait ainsi envisager une théorie selon laquelle le champ magnétique terrestre agit sur la répartition des systèmes météorologiques sur la surface de la Terre. S'il existe un lien entre le champ magnétique et le climat, cela pourrait expliquer l'un des plus grands mystères du géomagnétisme. Il y a 15 ans environ, les géologues se sont lancés dans une étude systématique du fond des océans dans le monde entier. En extrayant des échantillons de terrain comme celui-ci, ils ont observé des couches de sédiments déposés il y a des millions d'années. Chaque échantillon était un profil du passé. Beaucoup de ces échantillons ont été envoyés pour analyse à l'observatoire géologique Lamont Doherty. On y a déterminé le magnétisme résiduel. En se déposant, les sédiments enregistrent, comme une bande magnétique, la force et la direction du champ magnétique à une époque donnée. La première grande surprise est intervenue quand les chercheurs ont analysé le magnétisme fossilisé sur 2 sections du même échantillon. Les sections étaient séparées par un court instant de temps géologique, quelques milliers d'années. Mais d'un échantillon à l'autre, la direction du champ était complètement inversée. Ils pensèrent tout d'abord qu'il s'agissait d'un phénomène local, mais en examinant les échantillons trouvés dans le monde entier, ils trouvèrent des caractéristiques semblables. De temps en temps, à des intervalles de quelques centaines de milliers d'années, le champ s'inversait. Dans le passé, le compas magnétique avait donc indiqué le sud au lieu du nord. Devant des preuves aussi indiscutables, les théoriciens se hâtèrent de trouver des explications. Une fois confirmé le fait que le champ s'est inversé, il n'est pas difficile de trouver des causes à ce phénomène. Tout changement soudain de la vitesse des mouvements de convection dans le noyau terrestre, disons une rotation non uniforme ou un déplacement quelconque, tout cela provoque une inversion.
La dynamo se décale et au lieu de se régénérer, elle s'autodétruit. En théorie, même des changements relativement mineurs du noyau détruiraient d'abord le champ, puis le régénéreraient lentement en indiquant la direction opposée. Par ailleurs, le champ, au lieu d'être ainsi interrompu, pourrait simplement pivoter sur une période de 1000 ans et s'inverser. Il y a une demi-douzaine de possibilités, et j'ignore laquelle est la plus probable. La prochaine inversion de champ aurait déjà dû avoir lieu il y a un demi-million d'années. Alors c'est pour quand? Le professeur Malin. Nous pouvons regarder les preuves des observations faites sur les 40 dernières années. On ne peut pas remonter plus loin si l'on veut des données fiables. Et voici la force du dipôle, si on en fait le tracé par rapport au temps. De 1940 à 1960, il est assez constant. Mais depuis lors, il s'est orienté vers le bas et il file maintenant à grande vitesse. Il est pour l'instant à 98,5% de ce qu'il était en 1950. Et si ce mouvement continuait, il atteindrait zéro dans environ 250 ans. Et il y aurait probablement un changement de signe, ce qui constitue une inversion. Bien entendu, 40 années d'observation ne permettent pas de prédire à si longue échéance. Ce serait peu raisonnable de le faire. Il changera certainement de direction et remontera ou redescendra. Mais le champ s'est inversé souvent dans le passé, et il serait étonnant qu'il ne s'inverse pas à nouveau dans l'avenir. Cela pourrait arriver plus tôt que prévu, avant la date que je vous ai donnée. Et que se passera-t-il quand la prochaine inversion de champ se produira? On pense que cela ne nous affectera pas. Mais rien n'est sûr, surtout après la découverte surprise faite par les chercheurs de Lamont Doherty. Les mêmes noyaux qui permettaient d'indiquer le schéma des inversions ont pu être analysés pour y trouver des signes de vie. Vie fossilisée, bien sûr, mais en éliminant les échantillons de noyaux, on a pu éliminer par filtrage les restes d'organismes préservés dans les sédiments. Il devenait ainsi possible d'étudier la vie des organismes marins au moment où les sédiments se sont déposés. Parmi les fossiles les plus communs, on a trouvé des micro-organismes marins appelés radiolaires. Leurs squelettes transparents sont encore intacts après des millions d'années. Les radiolaires subsistent encore aujourd'hui, enfin certaines espèces. Cette espèce-là a tout simplement disparu il y a près de 2 millions d'années. Et l'important, c'est que cette disparition a eu lieu, comme celle-ci d'ailleurs, lors d'une inversion du champ magnétique de la Terre. Au cours des derniers 2,5 millions d'années, on a découvert que 8 espèces différentes de radiolaires ont vécu pendant des centaines de milliers d'années pour ensuite disparaître brutalement. Le professeur Jim Hayes. Sur ce tracé, le noir représente le champ magnétique tel qu'il est aujourd'hui. Appelons-le champ normal. En blanc, vous avez le champ magnétisé dans la direction inverse ou le champ inversé. La limite entre l'intervalle blanc et l'intervalle noir représente donc une inversion. Au niveau de cette inversion, nous avons une espèce qui disparaît. Pour cette inversion, nous avons 2 disparitions. Au niveau de cette inversion, une espèce disparaît. Pour cette inversion-là, 2 espèces disparaissent. Nous nous sommes efforcés de voir si un tel nombre de disparitions pouvait être dépendant du nombre d'inversions. Et le résultat est bien supérieur à ce qui pourrait être dû au hasard. Il n'y a qu'une chance sur 1000 pour que ces événements soient le fruit du hasard. Si ce n'est pas par hasard, alors comment cela s'est-il produit? Le rétrécissement du champ magnétique de la Terre a-t-il provoqué une augmentation du rayonnement à la surface? Les calculs indiquent que non. Cela pourrait être dû à des changements climatiques. Mais Jim Hayes a sa théorie là-dessus. Voilà ce qui me semble le plus probable actuellement. S'il y a un lien direct entre le champ de la Terre et les micro-organismes, c'est que les organismes utilisent le champ d'une certaine façon et qu'ils sont affectés par les changements de direction de ce champ. Puisque les radiolaires effectuent beaucoup de migrations verticales et vivent quelquefois en eau très profonde, il est bien possible qu'ils utilisent le champ pour s'orienter. Il y a quelques années,
Cette suggestion aurait surpris tout le monde. Peu de spécialistes pensaient à l'époque que les animaux étaient sensibles aux champs de la Terre, et encore moins qu'ils puissent s'en servir. C'est alors que Richard Blakemore découvrit ces bactéries qui allaient vers le nord. Il était évident que ces organismes réagissaient aux champs magnétiques. Mais comment? C'était là la question. On a souvent avancé qu'aucun mécanisme biologique ne pouvait réagir à un champ aussi faible que celui de la Terre. La première explication de ce phénomène fut donnée quand Richard Blakemore, au microscope électronique, découvrit que chaque bactérie comportait de minuscules perles de fer. Il appela à l'aide un spécialiste du magnétisme du Massachusetts Institute of Technology, Richard Frankel. Ils décidèrent de poursuivre l'analyse des particules mystérieuses. Avec un spectroscope à rayons gamma, Frankel découvrit alors la signature de la magnétite, la pierre d'aimant. Chacune des petites perles de fer était donc un aimant. Il n'y avait donc pas de système complexe de détection biochimique. Chacune de ces bactéries était équipée d'une boussole. Pourquoi une bactérie voudrait-elle une boussole pour aller vers le nord? C'est une question intéressante. Je crois que la réponse nous est donnée par l'observation suivante. Le champ magnétique terrestre ne comporte pas seulement une composante horizontale, qui est celle que nous connaissons et utilisons, avec la boussole pour nous orienter. Il y a aussi une composante verticale. Dans l'hémisphère nord, en fait, à la latitude de Woods Hole, où elles ont été découvertes, la composante verticale est plus forte que la composante horizontale, de sorte qu'un mouvement dirigé vers le nord est en fait équivalent à un mouvement dirigé vers le bas. Et si les bactéries se dirigent vers le bas, c'est peut-être qu'elles se dirigent vers le milieu le plus favorable à leur survie et à leur croissance. Si, pour aller vers le bas, les bactéries allaient en fait au nord, une chose devenait évidente. Dans l'hémisphère sud, les mêmes bactéries devaient aller vers le sud. Il y a 2 mois, Frankel, Blakemore et son collègue, Al Kalmin, ont découvert qu'aux antipodes, les bactéries nageaient effectivement vers le sud. On voit qu'en moins de 5 ans, le premier cas bien défini de sensibilité magnétique a été découvert, analysé et expliqué. Et c'est Al Kalmin, le collègue de Blakemore, qui a vite trouvé un autre cas. Dans le domaine de l'Institut océanographique de Woods Hole, près de Boston, il a construit un observatoire qu'il a entouré de dispositifs électriques, lui permettant de contrôler le champ magnétique à l'intérieur. Dans l'observatoire, il y a un réservoir dans lequel se trouvent des raies. On sait que toutes les espèces de raies, y compris les requins, ont des récepteurs électriques très sensibles dans le museau. Cela leur donne, théoriquement, le moyen de détecter le magnétisme terrestre. C'est Faraday qui a démontré que l'on peut générer des courants dans une bobine de fil métallique en la déplaçant dans un champ magnétique. C'est l'induction électromagnétique. Il semble bien que les raies l'aient su longtemps avant Faraday. Kalmin était sûr que lorsqu'elles nageaient dans l'eau et dans le champ terrestre, elles réagissaient au courant induit grâce à la sensibilité électrique de leur museau. Mais utilisaient-elles cette sensibilité ? Il mit au point une simple expérience de comportement. Les raies étaient entraînées à nager vers un panier situé sur le côté est de leur bassin où se trouvait leur nourriture. Une fois entraînées, elles choisissaient 9 fois sur 10 le bon panier. Mais comment savaient-elles où était l'est? Si elles s'orientaient au magnétisme, il était facile de les mystifier. Grâce au dispositif à l'extérieur de l'observatoire, le professeur Kalmin renversa le champ magnétique. L'est magnétique devenait maintenant l'ouest. Les raies, obéissant à une autre indication, continuaient d'aller à l'est, au début. Mais il était clair qu'elles sentaient que quelque chose n'allait pas. Elles se rendirent compte que le déjeuner se trouvait dans l'autre panier. Et à partir de là, 9 fois sur 10, elles allaient vers l'ouest. Cela ne faisait aucun doute, elles se dirigeaient grâce au champ magnétique. On ne connaît pas toujours le phénomène qui permet aux raies et aux requins d'utiliser ce sens supplémentaire dans leur habitat naturel.
mais on sait qu'ils voyagent sur d'immenses distances et qu'une boussole leur est donc très utile. Nous commencions à mieux comprendre le phénomène de l'orientation magnétique. Si les bactéries et les requins s'en servaient, qui encore ? À Stony Brook, à l'université de New York, on essaie de sonder ces mystères de l'orientation chez les animaux, grâce à cet appareil très élaboré. On entraîne les pigeons voyageurs à utiliser une série de touches pour orienter une plateforme tournante vers leur pigeonnier. La plupart des oiseaux peuvent s'orienter avec une précision surprenante, et on a la preuve que le magnétisme y joue un rôle. Mais il manquait toujours la connaissance du mécanisme permettant à l'oiseau de détecter le champ terrestre. Or, l'an dernier, les chercheurs ont découvert que, comme les bactéries, les oiseaux étaient équipés de magnétites. C'est un minuscule fragment, mais cela pourrait être un organe sensoriel. Le professeur Charles Walcott. C'est ce que nous avons découvert conjointement avec Jim Gould et Joe Kirschvink de Princeton, que les pigeons ont un fragment de magnétite dans la tête. Pas un gros morceau comme celui-ci, bien sûr, mais la même substance, un minerai de fer ou de la magnétite. La question est de savoir si c'est cela qui permet aux pigeons de détecter le champ magnétique terrestre. Plusieurs expériences pourraient fournir la réponse à cette question. Jusqu'ici, une seule a été faite. Les pigeons ont été démagnétisés. À l'aide d'une bobine de fil métallique, on a détruit les alignements magnétiques de la pierre. S'il s'agissait d'une simple aiguille de compas, comme pour les bactéries, ce processus suffirait à en arrêter le mécanisme. Mais en relâchant des pigeons équipés de minuscules émetteurs radio, on s'est aperçu que leur faculté d'orientation était intacte. Ce n'était pas une surprise. Tout porte à croire que la sensibilité magnétique des pigeons est beaucoup plus complexe qu'une simple boussole. Ils utilisent le champ pour adopter un cap, si nécessaire, mais ils l'utilisent également pour estimer leur position. Ils semblent se servir de cartes magnétiques. Il est possible de calculer la latitude d'après les contours du magnétisme terrestre. Le champ s'affaiblit progressivement près de l'équateur, avec des exceptions comme ces pics que l'on appelle anomalies magnétiques. Si les pigeons utilisent la force du champ pour estimer leur position, ils doivent être désorientés par les anomalies. Et c'est ce qui arrive. Jim Gould, collaborateur de Charles Walcott à Princeton. Prenez cette région au nord de Rhode Island. Si Walcott lâchait les pigeons ici, dans une zone de calme magnétique, les oiseaux reprenaient en ligne droite la direction de leur base. Mais s'il les lâchait à l'extrémité de cette anomalie, les oiseaux volaient de toutes parts, ils ne savaient pas où ils allaient. Regardez les trajectoires suivies par chaque oiseau, à des intervalles de 6 minutes, tandis qu'ils essayaient de sortir de l'anomalie. Voici un oiseau qui prend la mauvaise direction, qui repart et a de la difficulté à traverser cette barrière magnétique. Au lieu de cela, il se met à la longer. Un autre cas, le tracé violet est celui d'un pigeon et qui arrive à traverser. Il rebondit plusieurs fois et arrive à se faufiler par la seule voie ouverte dans cette barrière magnétique. La plupart des pigeons finissent par retrouver le bon chemin, mais seulement une fois qu'ils ont échappé à l'influence de l'anomalie. C'est sans doute pourquoi il y a certaines zones où les pigeons ne peuvent plus du tout rentrer chez eux. Il y a un endroit comme cela dans l'ouest de l'État de New York, appelé Jersey Hill. Là-bas, les oiseaux errent dans le voisinage et n'arrivent jamais à rentrer chez eux. C'est le triangle des Bermudes des pigeons. Il nous reste à examiner une explication, celle d'un cratère magnétique, une sorte de cuvette entourée d'une barrière. Or, les oiseaux sont programmés pour éviter les barrières et pour rester dans les zones de plaine. Et un oiseau pourrait se trouver piégé dans un tel endroit. Des pigeons piégés à jamais dans une cuvette magnétique. Cette théorie implique que les pigeons sont plus sensibles au magnétisme que les instruments les plus évolués fabriqués par l'homme. Mais Jim Gould est prêt à le croire. Fort sceptique à l'origine, ce sont les abeilles qui ont eu raison de ses doutes. Il a découvert que le corps des abeilles contenait de la magnétite, alors que de nombreuses observations indiquaient déjà que les abeilles réagissaient au champ magnétique terrestre.
Mais la manière dont elle l'utilise semble indiquer une fonction plus élémentaire encore qu'une aide à la navigation. C'est une histoire étrange, fondée au départ sur le fait que le magnétisme perturbe la danse de l'abeille. C'est grâce à cette oscillation de l'abdomen que les abeilles se communiquent entre elles où se trouve la nourriture. Mais un examen de ces mouvements montre que les abeilles se trompent régulièrement dans la direction qu'elles indiquent. Mais l'erreur disparaît si on les isole du champ terrestre. Mais ce sont des erreurs de direction. Le matin, l'erreur est de 50 degrés, l'après-midi, elle va jusqu'à 80 degrés. Et les abeilles font réellement l'erreur. Le plus curieux, c'est que les abeilles localisent toute la nourriture là où elle ne se trouve pas. Elles font toutes la même erreur. Si vous annulez le champ, toutes les erreurs disparaissent et les angles redeviennent parfaits. Avec ou sans le champ magnétique terrestre, les abeilles savent toutes ce qu'elles font. Mais si le sens magnétique ne leur sert à rien, pourquoi en sont-elles dotées? Pour Jim Gould, le temps pourrait être l'explication. Les abeilles remuent parce qu'elles savent que leur déjeuner arrive dans 5 minutes. Et souvent, il se pourrait que leur sens exact du temps leur vient de la façon dont elles utilisent le champ magnétique terrestre pour régler leurs propres rythmes internes. Dans son laboratoire, à l'abri des cycles diurnes ou nocturnes, Jim Gould a installé une ruche entourée de bobines électriques. Un ordinateur simule le magnétisme terrestre. L'ordinateur est programmé pour enregistrer le cycle quotidien du champ géomagnétique, que l'on peut ainsi rejouer à tout moment grâce au dispositif des bobines à l'intention des abeilles. 2 heures, l'heure du déjeuner. Si c'est l'horloge interne des abeilles, branchée sur les variations magnétiques qui leur donnent la connaissance du temps, on devrait alors pouvoir ralentir cette horloge. Il suffit donc d'utiliser l'ordinateur pour rejouer le cycle géomagnétique, et ceci chaque jour un peu plus tard. Si les abeilles se servent du champ magnétique pour savoir l'heure, elles vont être en retard pour le déjeuner. Les experts de choisir une direction et de connaître l'heure. Il se pourrait que le champ magnétique terrestre soit le second sens le plus important dont disposent en général les animaux. S'il en est ainsi, si la sensibilité magnétique était commune à tous les animaux, et même aux plantes, cela confirmerait tout ce que répète depuis 20 ans, malgré l'incrédulité générale, un homme appelé Frank Brown. Professeur de biologie à l'université Northwestern, il étudie en détail les rythmes de tous les êtres vivants. On savait que ces rythmes étaient affectés par des cycles naturels, comme la clarté ou l'obscurité, mais il était convaincu que ces influences ne pouvaient expliquer tous les résultats qu'il obtenait. Les êtres vivants que nous observons connaissent les phases de la Lune, les heures des marées, l'heure de la journée et le mois de l'année. Et pour l'orientation, le retour au gîte, les êtres vivants connaissent l'endroit où ils se trouvent, la façon de rentrer chez eux. Ce sont des mystères que l'on constate depuis longtemps et dont nous ne connaissons pas les réponses. Il y a 18 ans, le professeur Brown a mené des expériences sur des escargots qui l'ont convaincu que leur tendance à aller vers la lumière était influencée par leur direction magnétique. Il a remarqué que des crabes appelants, vivant en laboratoire, connaissaient les heures exactes des marées. Comment était-ce possible? Il m'a semblé que je pouvais tout expliquer si un organisme répondait de manière très sensible aux changements ambiants du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique atmosphérique s'exprime de manière très explicite. Il oscille à des moments bien précis, de manière bien définie. Sa direction se modifie sans cesse. C'est un champ très dynamique. On aurait pu admettre que le champ magnétique parlait aux escargots et aux crabes du professeur Brown, mais à des pommes de terre. Nous avions 3 années d'observation sur les pommes de terre. Nous avions là un magnifique cycle quotidien avec 3 poussées quotidiennes. Et vous me direz, c'est une coïncidence, c'est impossible. Nous avons répété l'expérience sur 11 ans, avec des données qui portent sur des millions d'heures pommes de terre. On peut se poser d'autres questions. Frank Brown a pensé alors qu'il fallait explorer les conséquences d'une sensibilité magnétique aussi universelle.
Mais d'autres chercheurs se sont demandé si ces expériences étaient suffisamment contrôlées pour exclure d'autres facteurs. Les organismes ont-ils vraiment besoin de cette sensibilité que leur attribue Brown? Pourquoi les semences de haricots réagiraient-elles à la rotation du champ magnétique? Néanmoins, quand c'est devenu important, l'intérêt s'est porté sur les travaux de Brown. Dans les années 60, Frank Brown est devenu consultant à la NASA. On projetait alors d'envoyer un homme sur la Lune, et ces idées ont incité les scientifiques à étudier tous les effets de la séparation de l'homme d'avec la Terre. L'apesanteur était la principale préoccupation, mais qu'en était-il d'un champ magnétique pratiquement inexistant? La course à l'espace introduisait l'homme dans l'histoire du biomagnétisme. La NASA a alors commandé une série d'expériences, certaines sur l'homme. Les premiers résultats firent état de modifications légères, mais certaines, sur un nombre d'indices neurologiques. Mais les fonds disponibles de la NASA manquèrent avant que les faibles effets constatés puissent être établis de manière indiscutable. Un scientifique continue de s'intéresser aux effets du magnétisme sur l'homme. C'est le professeur Robert Becker, de l'hôpital d'État des anciens combattants à Syracuse, dans l'État de New York. Son centre d'intérêt n'est pas le même que celui de la NASA. Il a inventé la technique de régénération osseuse à partir de courants électriques faibles. Il s'intéresse à l'équilibre électrique global du corps humain, qui est affecté, pense-t-il, par le magnétisme terrestre. Selon lui, même un orage magnétique fait augmenter le taux d'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Il a donc entrepris une série d'expériences sur des champs magnétiques qui diffèrent un peu de celui de la Terre. Au départ, il travaillait sur les hommes et les animaux. Nous avons fait une série d'expériences consistant à exposer des animaux à des champs électromagnétiques. Et nous avons découvert que les champs dont les paramètres n'étaient pas normaux, par exemple ceux dont la force était plus grande que celle du champ magnétique de la Terre, ou ceux qui avaient des composantes de fréquences différentes, pouvaient créer les symptômes physiologiques du stress. Quand le professeur Becker s'est aperçu qu'après 3 générations, le poids corporel des souris exposées était la moitié de celui des souris témoins, il a arrêté toutes les expériences sur l'homme. Et il a conclu que Frank Brown avait raison de dire que tous les animaux dépendaient du champ magnétique terrestre normal de la Terre. C'est grâce à une salamandre anesthésiée qu'il démontre ce qu'il pense être le mécanisme en jeu. Autour du corps de la salamandre se trouve un schéma de potentiel variable de courant continu. On trouve aussi des potentiels semblables chez les êtres humains. We make the measurement across the front of the head. And we'll make a measurement of the right foreleg now. Okay. Slightly negative, drifting. Good. 15? -3. Oh, -3. Il pense que sa méthode de régénération osseuse agit par interaction sur le courant qui circule entre ces points de potentiel différents. Et il pense que les variations du champ magnétique terrestre modulent également ces courants. Negative. Positive 20. 30. Nous avons la preuve que ce potentiel de courant continu, qui circule dans le cerveau et dans tout le système nerveux, est l'élément déterminant de l'activité du système nerveux. Et que si l'on change le potentiel de ce courant, on peut changer le niveau d'activité du système nerveux central. Et c'est là la définition même des cycles biologiques. Ce sont des modifications de l'activité générale de l'être humain ou de l'animal. Notre théorie, c'est qu'il y a un lien entre le champ géomagnétique de la Terre et ce système de courant continu des êtres vivants, et que ce lien produit les schémas biologiques cycliques que l'on constate chez tout organisme vivant. Si les courants circulant dans le système nerveux contrôlent en fait les niveaux d'activité, les cycles magnétiques modulant ces courants pourraient produire des modulations correspondantes du comportement de l'animal. Mais le professeur Becker va plus loin dans sa théorie. Un grand nombre des micropulsations du champ magnétique ont des fréquences similaires à celles des impulsions électriques normales qui émanent du cerveau des êtres humains ou des animaux, même les plus jeunes. Pour le professeur Becker, ce n'est pas une coïncidence.
Notre hypothèse, c'est que le système de courant continu, tel qu'il se présente, est un système sensible aux fréquences. Et il est particulièrement sensible aux fréquences des micropulsations du champ magnétique terrestre. Au cours des milliards d'années de l'évolution, les animaux ont vécu, évolué et se sont adaptés dans un champ normal qui présentait ces fluctuations de fréquences. Et il est normal qu'un système électronique interne aux êtres vivants soit concomitant avec les fluctuations de l'environnement géomagnétique normal. Est-ce que tous les animaux, de la salamandre à l'homme, sont alignés sur le champ magnétique terrestre? Peut-être est-ce là une hypothèse difficile à croire, mais on n'est pas très loin de la conclusion formulée par Frank Brown après des années d'études sur le comportement animal. L'organisme est envahi par les champs magnétiques de l'atmosphère. Tout s'entremêle et s'enchevêtre. Et on peut considérer que l'organisme ne détecte pas un champ comme on pourrait ressentir une stimulation électrique, une lumière par exemple. Non, il en fait partie. Il vogue sur le champ magnétique. C'est comme ça que je vois les choses. C'est une influence à laquelle l'organisme vivant ne peut pas échapper. Ainsi, étape après étape, espèce après espèce, on arrive à prouver l'existence d'une sensibilité magnétique. Et Frank Brown pourrait bien, après tout, avoir raison. Beaucoup de mystères ont déjà été élucidés. Quand les gens connaîtront l'existence de ces phénomènes et verront qu'ils peuvent s'expliquer par l'existence des champs magnétiques, ils seront surpris que les scientifiques n'en aient pas fait plus tôt la découverte. Il n'est pas encore tout à fait sûr que le champ magnétique terrestre constitue l'influence universelle prépondérante, agissant à la fois sur la vie et sur le climat, selon les hypothèses de certains chercheurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'à de nombreux facteurs, comme la lumière et la température, intervenant dans les processus de régulation de la Terre, il faudra en ajouter un autre. Sans son champ magnétique, notre globe terrestre aurait peut-être été très différent.